Dans cette session, nous couvrirons l'examen pré-test, les tests moteurs oculaires, les tests de position et de positionnement et les tests caloriques. VNG couvre souvent tous les tests que nous venons de mentionner, et plus précisément les sous-tests de la batterie des tests des moteurs oculaires. La fonction motrice oculaire est évaluée en mesurant le nystagmus spontané, la stabilité de regard, les saccades, la poursuite fluide et les tests optocinétiques. 90% des lésions vestibulaires centrales sont associées à un dysfonctionnement oculomoteur. Certaines étiologies du système nerveux central dont nous devons être conscients sont les affections ophtalmologiques, la paralysie supranucléaire progressive, les ataxies cérébelleuses, les infarctus du tronc cérébral, la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, les accidents ischémiques transitoires et les accidents vasculaires cérébraux et les lésions occupant de l'espace. Le diagnostic des troubles vestibulaires centraux passe par la falsification des troubles périphériques et nous ne voulons certainement manquer aucune de ces conditions. Lors de la prise en charge des patients vestibulaires, les affections centrales sont en réalité plus courantes qu'on ne le pense. 2 études, l'une menée par Strupp et al. Et l'autre par Badin et al., ont examiné la répartition des affections dans différents types de cliniques. Ici, nous pouvons voir, surtout si l'on ajoute la migraine vestibulaire aux affections vestibulaires centrales, qu'une grande proportion des patients dans une clinique de neurologie ont une affection vestibulaire centrale. Cependant, le VBPP est responsable de la plupart des affections qui surviennent dans une clinique ORL. Ce qui nous amène au positionnement et aux tests de position. Les tests de positionnement, généralement associés aux tests du dépistage du VBPP, seraient considérés comme des étourdissements provoqués par le mouvement. Alors que les tests de position testent les étourdissements induits par une certaine position de la tête et ou du corps. Ceux-ci peuvent être soit d'une cause centrale, soit dus à une compression des nerfs ou même à un apport sanguin. Nous examinerons également le test calorique aujourd'hui car il est toujours considéré comme le test de référence de la fonction vestibulaire. Alors, comment évaluer tous ces mouvements oculaires en clinique? Nous avons 3 méthodes que nous pouvons utiliser. La première est l'observation directe, qui consiste simplement à observer les yeux du patient soumis à différentes conditions de test. Nous pouvons également utiliser l'électronystagmographie, qui utilise des électrodes de surface pour mesurer les mouvements oculaires dans certaines conditions. Et maintenant, la plus courante serait la vidéonystagmographie, qui utilise une caméra infrarouge intégrée à des lunettes pour mesurer les mouvements oculaires dans certaines conditions. Ainsi, lors de la mise en place de nos cliniques, nous devons prendre en compte certaines considérations pratiques. Ceux-ci sont très centrés sur la pièce et la configuration de la pièce. Ici, nous pouvons voir une pièce typique où se trouve un patient qui est maintenant allongé sur un canapé réglable. Ce canapé doit être réglable de manière à ce que nous puissions asseoir le patient et le poser à plat. Il doit également être suffisamment grand pour que nous puissions le retourner sans craindre qu'il ne tombe du lit. Il doit également être suffisamment éloigné du mur pour que les stimuli visuels puissent être projetés ou diffusés sur un écran de télévision. Nous ne voulons pas que le patient doive s'asseoir trop près de celui-ci car cela obligerait ses yeux à se tourner vers l'intérieur afin de suivre les stimuli. Nous aurons également besoin d'un banc pour le changement général et d'un évier pour la propreté. Bien sûr, nous aurons également besoin d'un espace pour piloter nos systèmes via le PC ou pour effectuer certains examens préalables tels que l'otoscopie et la tympanométrie.
Nous avons également besoin d'un endroit pour stocker et conserver notre équipement de test vestibulaire. Voici les lunettes VHT, les lunettes VNG et l'irrigateur calorique. Le clinicien aura besoin d'espace pour pouvoir se déplacer librement autour du patient sans restriction. Pour leur confort, ils doivent également disposer d'un tabouret qui soit, là encore, facile à déplacer autour du patient. Et enfin, des sièges pour toute personne venue soutenir le patient avant et après la clinique. Avant de commencer les tests, il est important de réaliser certains examens préalables. La première est l'otoscopie et la tympanométrie. Ceux-ci sont particulièrement importants lorsque l'on envisage des tests caloriques ultérieurement. Non seulement nous devrions évaluer la santé de l'oreille, mais nous devrions également procéder à un examen préalable des yeux. Nous cherchons ici à comprendre la fonction motrice oculaire globale et plus précisément la fonction de ces muscles, le droit latéral, le droit médial, le droit inférieur et le droit supérieur, l'oblique supérieur et l'oblique inférieur. Le premier test que nous effectuerons pour les mesurer évaluera également l'amplitude de mouvement et la fonction de poursuite en douceur en traçant un H imaginaire dans l'air avec notre doigt et en demandant au patient de suivre uniquement avec ses yeux. En déplaçant votre doigt vers la gauche, le droit latéral de l'œil droit et le droit médial de l'œil gauche seront engagés. Ensuite, en déplaçant votre droite vers là haut et vers la gauche, le droit supérieur de l'œil droit et l'oblique inférieur de l'œil gauche seront engagés. Ensuite, le déplacer vers le bas du droit inférieur de l'œil droit et l'oblique supérieur de l'œil gauche sera engagé. En revenant à l'horizontale, puis en travers vers la droite, le droit médial de l'œil droit est maintenant engagé et le droit latéral de l'œil gauche. Et encore une fois, en traçant vers le haut, l'oblique inférieur de l'œil droit et le droit supérieur de l'œil gauche sont engagés. Et puis finalement, en descendant, l'oblique supérieur de l'œil droit et le droit inférieur de l'œil gauche sont engagés. Lors de cet examen, on ne cherche pas seulement s'il y a un nystagmus en position de maintien de regard. Nous cherchons également à voir si les yeux peuvent tracer dans toute cette gamme des mouvements. Mais nous recherchons également des mouvements oculaires disconjugués. C'est là qu'un œil bouge moins que l'autre. Nous recherchons également un nystagmus final généré bien plus tôt qu'il ne devrait l'être. Par exemple, à seulement une position de maintien de 20 degrés. Ensuite, nous pouvons évaluer les saccades. Dans cette étape d'examen préalable au test, nous examinons en fait les saccades volontaires. En tenant les mains en l'air, puis en alternant un doigt d'une main ou de l'autre, et demander au patient de déplacer rapidement ses yeux d'un doigt à l'autre. Nous pouvons évaluer leurs mouvements saccadiques volontaires. Nous pouvons également évaluer l'écart d'inclinaison avec le test de couverture et de découverte. Ici, vous pouvez voir que l'œil droit du patient est en réalité plus haut que son œil gauche. En leur demandant de se concentrer sur un point derrière vous, puis en couvrant un œil, nous pouvons voir la fixation de cet œil dévié. Si nous devons alors couvrir l'œil dévié, nous ne voyons aucun mouvement de l'œil non dévié, car celui-ci était déjà fixé sur la cible derrière. Ici, nous pouvons voir le test effectué sur une personne sans écart d'asymétrie. En alternant le cache sur chaque œil, vous remarquerez qu'il n'y a aucune refixation d'un ou l'autre œil, car les deux sont capables de maintenir cette fixation sur la cible derrière. Enfin, nous avons également un examen clinique HIT.
Il est demandé au patient de garder les yeux fixés sur le nez du clinicien et celui-ci recherche toute saccade manifeste pendant l'impulsion de la tête. Avant de procéder au test, nous devons également avoir une compréhension globale de l'histoire du patient en réfléchissant aux symptômes et aux signes et en nous faisant une idée des syndromes qu'il peut avoir. Les symptômes et les signes que nous devrions surveiller et demander sont vertige, étourdissement, nystagmus, toute réaction d'inclinaison oculaire, toute défaillance du réflexe oculaire vestibulaire et toute oscillopsie. Les syndromes peuvent être classés en syndrome vestibulaire aigu, syndrome vestibulaire épisodique et syndrome vestibulaire chronique, et nous pouvons les comprendre en fonction de l'histoire du patient. Un syndrome vestibulaire aigu se caractérise par une apparition soudaine de symptômes qui diminuent en 7 jours environ. Cela pourrait être causé par des conditions telles qu'un labyrinthe, une névrite vestibulaire et un accident vasculaire cérébral. Le syndrome vestibulaire épisodique présente des brefs pics de symptômes qui répètent avec le temps où ils peuvent être décrits comme des épisodes discrets de symptômes. Des affections telles que le VBBP, la migraine vestibulaire et la maladie de Menière produisent des syndromes vestibulaires épisodiques. Le syndrome vestibulaire chronique se caractérise par une augmentation constante des symptômes sur une longue période. Cela pourrait être dû à une vestibulopathie unilatérale mal compensée, à une PPPD ou à une dégénérescence cérébelleuse. En demandant au patient de décrire l'historique de ses symptômes, nous pouvons comprendre où il peut se situer dans cette catégorisation des syndromes. Et enfin, un point sur les médicaments avant de démarrer un rendez-vous VNG. Le médicament doit être examiné par un médecin. Cependant, en général, il est admis que tout suppresseur vestibulaire pris à court terme doit être arrêté avant le test afin d'éviter la suppression des symptômes vestibulaires qu'il est utile de constater lors du test. Cependant, si ces suppresseurs vestibulaires sont pris depuis longtemps, le patient peut désormais disposer d'une nouvelle référence aux normes. Ainsi, s'ils prennent depuis longtemps des médicaments qui suppriment leurs symptômes vestibulaires, ils peuvent continuer à les prendre avant le rendez-vous VNG.